Tu vois, ça marche, ricana Thomas en franchissant le seuil de l'appartement. Il inspira profondément l'air saturé des arômes de viande grillée et d'épices, puis hocha la tête avec satisfaction. L'appartement brillait. Le parquet était astiqué jusqu'à un éclat miroir. Sur la table de la cuisine, une nappe blanche amidonnée étincelait, et au centre, telle une couronne, s'élevait un vase rempli de tulipes fraîches. Clara se tenait devant la cuisinière, le dos tourné vers lui, les cheveux rassemblés en un chignon soigné, un tablier par-dessus sa robe d'intérieur. Tout comme avant. Tout comme cela devait être. Thomas accrocha sa veste au crochet, desserra le nœud de sa cravate et s'approcha d'elle. La soirée de la veille, noyée dans le whisky et la colère, lui paraissait un malentendu fâcheux. Bon, il s'était emporté. Ça arrive à tout le monde. Mais aujourd'hui, l'ordre régnait. Il tendait déjà la main pour enlacer sa femme par les épaules lorsqu'il aperçut du coin de l'œil un mouvement dans le salon. Thomas se figea à mi-pas. Autour de la table à manger, dressée pour 6 personnes, des gens étaient assis. Pas n'importe quels gens. Les siens à elle. Gertrude, sa belle-mère, qu'il craignait secrètement à cause de son regard lourd et fixe. Michael, le frère de Clara, ancien militaire, ses poings étaient gros comme sa tête, et ils reposaient à présent sur la table, serrés l'un contre l'autre. À côté, Anna, la meilleure amie de sa femme, cette femme seule que Thomas ne supportait pas à cause de ses conseils incessants. Et, pire que tout, sa propre mère, Helga, une petite femme sèche, était assise dans un coin du canapé et regardait son fils comme si elle le voyait pour la première fois de sa vie. Le sourire glissa lentement du visage de Thomas. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il d'une voix sourde, méfiante. Clara se retourna enfin, et il vit. Sa pommette gauche s'était épanouie en une tache violacée, soigneusement poudrée mais toujours visible. Sous l'œil, une ombre sombre s'était installée, pas due à la fatigue. Dans son regard, il n'y avait ni peur ni larmes, seulement une détermination calme et froide. « Assieds-toi, Thomas, dit-elle d'un ton égal. Il faut qu'on parle. » 24 heures plus tôt, Clara débarrassait la table des restes du dîner lorsqu'elle entendit la clé tourner dans la serrure. L'horloge indiquait 11h30. Emma dormait depuis longtemps. Elle avait couché sa fille à 8 heures, lui avait lu un conte sur Pouslina, avait remis en place la couverture brodée de petits lapins, puis était restée longtemps près du lit d'enfant à regarder le sommeil paisible. Dans ces moments-là, Clara se sentait presque heureuse. Presque. Les pas dans l'entrée étaient lourds, irréguliers. Elle comprit aussitôt. Il avait bu. Encore. Ces derniers mois, Thomas rentrait tard. Il sentait de plus en plus souvent l'alcool, et ses yeux, ces mêmes yeux dont elle était autrefois tombée amoureuse, étaient devenus étrangers, froids, irrités. « Clara !» Sa voix résonna trop fort dans l'appartement pour une heure aussi tardive. Elle passa la tête hors de la cuisine. Moins fort, Emma dort. Il se tenait dans l'entrée, vacillant. Sa veste avait glissé sur le côté. Sa cravate pendait comme celle d'un pendu. Son visage était rouge, son regard trouble. « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» demanda-t-il sans baisser la voix. « Je t'ai laissé des boulettes avec de la purée. Je réchauffe ?»« Des boulettes, » ricana-t-il. « Tous les jours des boulettes, tous les foutus jours. » Clara se tut. En 5 ans de mariage, elle avait appris à reconnaître son humeur comme un marin sent l'approche de la tempête. Ce n'était pas le moment de parler. Il fallait attendre que ça passe. « Je n'ai pas faim. » Il passa devant elle dans la cuisine, ouvrit le réfrigérateur et sortit une bouteille de vodka, celle-là même qui était gardée au congélateur pour les invités. « Tu m'en verses ? Thomas, peut-être que ça suffit pour aujourd'hui. Tu travailles demain. Et ça te regarde ?» se retourna-t-il brusquement. « Je dois rendre des comptes, moi. À qui ? À toi ? T'es qui, toi, pour me dire ce que je dois faire ? Je suis ta femme, dit doucement Clara. Ma femme, éclata-t-il d'un rire rauque et désagréable. Une femme reste à la maison, bouffe mon argent et ose encore donner des ordres. Et tu sais combien j'ai perdu aujourd'hui ? Tu le sais ? Elle ne le savait pas.
Depuis 6 mois, il ne parlait presque plus de son travail. Avant, il pouvait discuter de ses projets pendant des heures. Elle connaissait chaque partenaire par son nom, chaque chantier par son adresse. Et maintenant, le silence. Un silence sourd et pesant. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle tenta de s'approcher, mais il recula. Ça ne te regarde pas. Va te coucher. Thomas, s'il te plaît, parle-moi. J'ai dit, va te coucher. Il l'attrapa par l'épaule, brutalement. Ça faisait mal. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu me fais mal, dit-elle sans trembler. Oh, la délicate, ça lui fait mal. Lâche-moi. Et c'est alors que se produisit quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Dans aucun cauchemar, dans aucun univers parallèle. Sa main s'éleva et s'abattit sur son visage. Le bruit de la gifle, sec, claquant, retentit de façon assourdissante dans le silence nocturne. Clara fut projetée contre le mur, heurtant l'épaule contre l'encadrement de la porte. Des étincelles jaillirent devant ses yeux, un bourdonnement emplit sa tête. Elle ne comprit pas tout de suite ce qui venait de se passer, ne réalisa pas immédiatement. Et quand elle comprit, le monde s'arrêta. Il l'avait frappé. Thomas. Son Thomas. L'homme qui autrefois la portait dans ses bras, qui avait pleuré de bonheur à la naissance d'Emma, qui avait juré de l'aimer et de la protéger. Il l'avait frappé. Pendant quelques secondes, ils restèrent immobiles. Elle, contre le mur, pressant sa paume contre sa joue en feu, lui, au milieu de la cuisine, la main retombée, le regard vitreux. Ce fut lui qui reprit ses esprits le premier. « Clara, je ne… » Sa voix trembla. « Pardon, je ne voulais pas. Bon sang, je ne sais pas ce qui m'a pris. » Elle se tut. « Clara, regarde-moi, s'il te plaît. J'ai eu une journée difficile, tu comprends? Très difficile. J'ai craqué. Ça ne se reproduira plus. Tu entends? Jamais. » Elle se tut. Il fit un pas vers elle, mais elle recula instinctivement, comme pour éviter un nouveau coup. « Ne me touche pas, » murmura Clara. Il y avait dans sa voix quelque chose qui le cloua sur place. Pas de la peur, pas de l'hystérie. Quelque chose de bien plus effrayant. Le vide. « Clara, parlons-en. » « Je vais me coucher. » Elle se redressa, bien que ses jambes tremblent. « Demain. Tout demain. » Sans le regarder, elle quitta la cuisine, s'enferma dans la chambre, se coucha sur le lit sans se déshabiller. Et ce n'est qu'alors, en silence, pour qu'Emma ne l'entende pas dans la pièce voisine, qu'elle pleura. Ils s'étaient rencontrés 6 ans plus tôt, lors d'une soirée d'octobre des plus ordinaires. Clara venait tout juste de terminer son internat et travaillait comme pédiatre de secteur dans une polyclinique de quartier. Les gardes étaient interminables, le salaire dérisoire, mais elle aimait son métier. Chaque enfant sauvé, chaque mère reconnaissante, c'était pour cela qu'elle avait étudié pendant 7 ans. Ce jour-là, elle rentrait d'une garde de nuit. Il était environ 6 heures du matin, la ville s'éveillait à peine. Elle traversait un parc pour rejoindre le métro quand 2 hommes sortirent des buissons. Ils étaient jeunes, effrontés, manifestement ivres. L'un attrapa son sac, l'autre son bras. « Doucement, ma tante, » grinça le premier. « L'argent, le téléphone, donne tout. » Clara resta pétrifiée. Les pensées se bousculaient. Crier, fuir, donner. Dans son sac, il y avait ses papiers, les clés de l'appartement, 2000 misérables avant le prochain salaire. Et alors, de nulle part, il apparut. Grand, large d'épaules, le manteau ouvert. Les cheveux en bataille, de cernes sombres sous les yeux, mais des gestes rapides, assurés. Lâchez la jeune femme. Tout de suite. Sa voix était calme, presque nonchalante, mais une dureté métallique y vibrait. « T'es qui, toi ?» ricana l'un des types. « Ça n'a pas d'importance. Je compte jusqu'à 3. Après, ça fera mal. » Quelque chose dans son ton fit reculer les agresseurs. Peut-être le regard, peut-être l'attitude de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Ils s'enfuirent. Clara resta là, tremblante de tout son corps. Les larmes coulaient sur ses joues,
Ses dents claquaient. Et il toucha doucement son épaule. C'est fini. Vous allez bien? Elle leva les yeux vers lui et s'y noya. Dans ses yeux gris, il y avait tant de sollicitude, tant de chaleur, que ses jambes fléchirent. Je crois que je vais tomber. Il la rattrapa aisément, comme une enfant, l'assit sur un banc et s'assit à côté d'elle. Respirez. Profondément comme ça. Encore une fois. Peu à peu, elle se calma. Merci. Sa voix tremblait encore. Vous êtes comme un magicien, apparu de nulle part. Il sourit, et ce sourire transforma son visage. Les traits durs s'adoucirent, des étincelles dansèrent dans ses yeux. Pas un magicien, juste de l'insomnie. J'habite là-bas. Il désigna une tour derrière le parc. Je n'arrivais pas à dormir, je suis sorti prendre l'air. Et puis il y a eu vous. Clara, dit-elle en tendant la main. Thomas. C'est ainsi que leur histoire commença. Ils faisaient la cour avec élégance. Des fleurs, des restaurants, des petits mots qu'il glissait dans la poche de son manteau. 3 mois plus tard, il fit sa demande, de façon romantique, au milieu d'une patinoire, sous la neige qui tombait. Elle dit « oui », sans hésiter. Sa mère, Gertrude, accueillit d'abord le futur gendre avec méfiance. « Il est trop parfait », disait-elle en pinçant les lèvres. « Il faut se méfier des gens trop lisses. »« Maman, tu es injuste. Il m'a sauvé. Aujourd'hui, il sauve. Demain. Qui sait ?» Mais peu à peu, même sa mère s'adoucit. Thomas savait plaire. Il était aimable, attentionné, aidait pour les travaux à la datcha, emmenait les parents de Clara au marché acheter des plants. Ils firent un mariage modeste. Il y insista. Il disait qu'il valait mieux investir l'argent dans un appartement que dans une seule journée de fête. Clara accepta. Les premières années furent heureuses. Il travaillait comme chef de chantier, puis ouvrit sa propre petite entreprise. Les affaires prospéraient. Clara continuait à travailler à la polyclinique, même si son mari lui proposait de plus en plus souvent de démissionner. « Pourquoi te tuer à la tâche? L'argent suffit. Reste à la maison. Repose-toi. »« J'aime mon travail, Thomas. Ce n'est pas une corvée, c'est une vocation. » Il soupirait, mais n'insistait pas. Quand Emma naquit, Thomas pleura, pour la première fois depuis que Clara le connaissait. Il se tenait au-dessus du berceau, regardant le minuscule paquet, et essuyait ses larmes du revers de la main. « C'est notre miracle, » murmurait-il. « Notre petite fille. Je ferai tout pour elle. Tout. » Clara le regardait et pensait « Voilà le bonheur, le vrai, celui qu'on mérite. » Elle ne savait pas que tout allait changer. Les premiers signaux d'alarme apparurent il y a environ 1 an. Thomas commença à rentrer plus tard. Avant, il appelait, prévenait, expliquait. Désormais, il ne donnait plus signe de vie avant minuit. Le téléphone était constamment occupé ou éteint. Beaucoup de travail, balayait-il d'un geste. Tu n'imagines pas la concurrence en ce moment. Clara comprenait, s'efforçait de comprendre. Elle préparait des dîners qu'il ne mangeait pas, attendait jusque tard dans la nuit, puis s'endormait seule dans un lit froid. Puis vinrent les dérapages. D'abord, une simple irritation. Emma joue trop fort, trop de questions, le thé trop sucré, la soupe trop épicée. Ensuite, les cris. Il lui criait dessus pour un tube de dentifrice mal refermé, pour des chemises mal pliées, parce qu'elle l'avait appelé en pleine réunion. Et puis l'alcool fit son apparition. Pas au point que Thomas devienne un ivrogne invétéré. Non, il restait correct. Un verre de vin au dîner, puis 2, puis une bouteille, puis le whisky, le cognac, la vodka, tout mélangé, de plus en plus souvent, de plus en plus. Clara tenta de parler. « Thomas, qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu vas mal. Dis-le-moi. Il ne se passe rien. Lâche-moi. Peut-être que tu devrais voir un médecin ou un psychologue. » « Un psychologue ?» s'emporta-t-il. « Tu me prends pour un fou? Pour un raté? » ?»« Non, bien sûr que non. Je m'inquiète, c'est tout. Inutile de t'inquiéter pour moi, je vais très bien. » Mais il n'allait pas bien. Clara le voyait ses nuits blanches, les heures passées penchées sur des dossiers,
la façon dont il attrapait son téléphone à chaque sonnerie et la blancheur de ses jointures. Elle cessa de poser des questions, cessa d'insister, attendit simplement, patiemment, comme toujours, espérant que ça passerait, qu'il s'en sortirait, que le Thomas qu'elle aimait reviendrait. Et puis, il y eut la soirée d'hier. Clara ne dormit pas de la nuit, allongée, fixant le plafond, écoutant Thomas ronfler dans la pièce voisine. Il s'était endormi sur le canapé. Il n'avait pas osé entrer dans la chambre. Sa joue pulsait de douleur. Un bleu se formait sous son œil. Les pensées s'emballaient, se heurtaient, se dispersaient. Il m'a frappé. C'est la première fois. Il s'est excusé. Il a dit que ça ne se reproduirait plus. Mais il m'a frappé. Que dois-je faire? Partir? Où? Avec un enfant de 4 ans? Dans un appartement loué? Avec un seul salaire de pédiatre? Pardonner? Et si ça recommence? Et si la prochaine fois ce n'est pas une gifle, mais un poing? Me taire? Comme ces femmes des faits divers qui endurent pendant des années jusqu'à l'irréparable. Clara ferma les yeux. Le visage de sa mère, Gertrude, surgit devant elle, une femme sévère, juste, jamais mièvre. Enfant, Clara en avait peur. Plus tard, elle l'avait respectée. Aujourd'hui, elle l'aimait de tout son cœur. Un jour, il y a bien des années, quand Clara avait environ 12 ans, sa mère lui avait raconté une histoire. C'était le soir, près du samovar, le père étant parti en déplacement. Tu sais, Clara, ta grand-mère, paix à son âme, ton grand-père la battait. Clara avait alors écarquillé les yeux. Elle se souvenait à peine de son grand-père Franz, doux, aux cheveux gris, sentant le tabac et les biscuits à la menthe. Il était mort quand elle avait 5 ans. La battait? Demanda-t-elle, incrédule. La battait. Pas souvent, mais régulièrement. Dès qu'il buvait, la main partait toute seule. Ta grand-mère endurait. Elle faisait partie de celles pour qui quitter son mari était une honte pire que les coups. Elle a tenu 30 ans. Puis ton grand-père est mort, et elle m'a dit « J'étais stupide, stupide. J'ai vécu toute ma vie dans la peur, alors que j'aurais pu vivre dignement. » Et toi? Avait demandé Clara. Papa t'a déjà frappé? Non, répondit sa mère en secouant la tête. Ton père ne lève pas la main. Mais je vais te dire une chose, ma fille. Si un jour un homme te frappe, pars. Tout de suite. N'attends pas une seconde fois. Et s'il s'excuse? Les mots ne valent rien. Regarde les actes. Clara se souvenait de cette conversation. Elle pensait que ça ne la concernerait jamais. Elle pensait que pour elle, ça n'arriverait pas. Et pourtant. Le matin se leva gris, sombre. Emma se réveilla tôt et vint dans la chambre de sa mère, chaude, ensommeillée, avec ses boucles ébouriffées. « Maman, bonjour. » Clara serra sa fille dans ses bras, la pressa contre elle, inspira l'odeur du shampoing pour enfant. « Bonjour, mon soleil. Pourquoi ta joue est rouge? » Les enfants remarquent tout. Clara esquissa un sourire crispé. « Je me suis cognée contre l'armoire cette nuit, dans le noir. Ça fait mal? » Plus maintenant. Emma la regarda sérieusement de ses immenses yeux gris, exactement ceux de son père. « Et papa, il est où? » Il dort, sur le canapé. Il est très fatigué. « Et pourquoi sur le canapé? Vous vous êtes disputés? » Clara caressa la tête de sa fille. « Tout va bien, ma chérie. Allez, on va se laver et prendre le petit déjeuner. » Pendant qu'Emma croquait ses céréales, Clara se tenait à la fenêtre et regardait le ciel gris. La décision mûrit d'elle-même, soudainement, définitivement. Je ne me tairai pas. Je ne ferai pas semblant que rien ne s'est passé. Je n'attendrai pas que ça recommence. Mais je ne partirai pas non plus tout de suite. Elle aimait Thomas, malgré tout, l'aimait encore, se souvenait de l'homme qu'il avait été. Elle croyait que cet homme était toujours quelque part là-dedans. Mais la foi ne suffit pas. Il faut qu'il comprenne. Vraiment. Et pour cela, il faut des témoins. La première personne qu'elle appela fut Anna. Anna Schmidt, sa meilleure amie depuis les années d'études, répondit après la deuxième sonnerie. « Clara, salut. Pourquoi si tôt? Tout va bien chez toi? » Elle s'interrompit, percevant quelque chose dans le silence.
Qu'est-ce qui se passe? Clara inspira et raconta. Quand elle eut fini, un lourd silence s'installa au bout du fil. Je vais le tuer, dit enfin Anna. Sa voix était glaciale. Je vais tuer ce salaud de mes propres mains. Anna, non. Écoute-moi. Non? Il t'a frappé. Frappé. Mais je... Anna, stop. J'ai besoin de ton aide, pas de vengeance. Son ami se tut, puis expira. Parle. Clara exposa son plan. Il faut que tu viennes. Ce soir à 6 heures. Et je dois aussi appeler maman et Michael. Tu veux lui faire... Oui? Une intervention? Qu'il me regarde dans les yeux, mais aussi dans ceux de ma famille. Qu'il leur explique comment il a pu lever la main sur leur fille et leur sœur. Et s'il devient fou? Si ça empire? Michael sera là. Il gérera. Anna resta silencieuse un moment. Et tu es sûre de ne pas vouloir simplement partir? Faire ta valise et aller chez ta mère? J'y penserai s'il ne veut pas changer. Mais d'abord, je lui donnerai une chance. Une seule. Parce que tu l'aimes? Clara ferma les yeux. Parce que j'ai juré. Dans le malheur et dans la joie. Et je veux croire que là-dessous, sous la colère, sous l'alcool, sous ce fichu stress, il reste encore mon Thomas. Gertrude arriva 2 heures après l'appel. Clara eut à peine le temps d'ouvrir la porte. Sa mère se tenait déjà sur le seuil, pâle, les lèvres tremblantes. Derrière elle se dressait Michael, le frère aîné de Clara, près de 2 mètres, d'une carrure impressionnante. « Montre-moi » dit brièvement Gertrude. Clara tourna le visage, dévoilant le bleu. Sa mère eut un haut-le-cœur, puis serra les lèvres en une ligne fine. « Où est-il » ? « Au travail. Il rentrera ce soir. »« Pourquoi ne m'as-tu pas appelé tout de suite ? Pourquoi n'es-tu pas parti ?»« Maman, asseyons-nous. Je vais tout expliquer. » Elles passèrent à la cuisine. Emma était chez la voisine. Clara avait prudemment demandé qu'on s'occupe de l'enfant. Autour d'une tasse de thé, Clara raconta tout. L'année écoulée, les changements chez son mari, la soirée d'hier. Michael se taisait, mais les muscles de ses mâchoires jouaient. « Je vais le tuer, » dit-il, quand sa sœur se tut. « Non. »« Clara, tu comptes supporter ça ? » ?»« Non. Mais je ne compte pas non plus détruire le père de mon enfant. Pas encore. » Gertrude regarda sa fille longuement, d'un regard lourd. « Qu'est-ce que tu veux ? » ?»« Qu'il comprenne. Qu'il voie ce qu'il a fait. Pas seulement devant moi, devant tout le monde. Et tu penses que ça aidera ? Je ne sais pas, maman, mais je dois essayer. Sa mère soupira. Ton grand-père battait ta grand-mère. Je te l'ai raconté. Je m'en souviens. Elle ne l'a pas quittée et elle est morte malheureuse. Je sais. Gertrude se tut un instant. Ton grand-père était un alcoolique fini. Et Thomas, il n'est pas comme ça. Il ne l'était pas. Quelque chose s'est passé, maman. Quelque chose de grave. Il ne m'en parle pas, mais je le sens. Et tu veux faire sortir ça au grand jour ? Oui. Aujourd'hui, ici, devant vous tous. Gertrude échangea un regard avec son fils. Il était toujours sombre, mais acquiesça. D'accord. Nous serons là. Merci. Clara prit la main de sa mère. Et j'ai encore besoin que tu appelles Helga. Ta belle-mère ? La mère leva un sourcil. Oui. Elle doit savoir. Elle doit voir en quoi son fils s'est transformé. L'appel à la belle-mère fut difficile. Gertrude n'avait jamais vraiment sympathisé avec la mère de son gendre. Elles étaient trop différentes. Helga, veuve d'un militaire, ayant toute sa vie vénéré la force masculine et la supériorité masculine. Une femme à l'ancienne, pour qui le mari est la tête et l'épouse le cou. Mais lorsqu'elle apprit que Thomas avait frappé Clara, sa voix changea. « Où est-il en ce moment ?» demanda Helga après un long silence. « Au travail. Il rentrera ce soir. Je viendrai. » Mais j'ai dit « Je viendrai. » À 5 heures de l'après-midi, tout le monde était réuni. Clara avait dressé la table. Un vrai dîner, comme pour des invités. Salade, plats chauds, gâteaux faits maison. Anna la regardait avec perplexité.
Pourquoi tout ce cérémonial? Pour qu'ils comprennent que ce n'est pas une hystérie, pas un scandale. C'est une conversation sérieuse. Et s'il fait demi-tour et s'en va? Sa mère est là. Il ne partira pas. Clara enfila une robe élégante, coiffa ses cheveux. Elle dissimula légèrement le bleu. Pas pour le cacher, mais pour qu'il paraisse plus net. Emma resta chez la voisine. Elle ne devait pas être présente à cette conversation. À 5 minutes de 6 heures, Clara se posta près de la cuisinière. On attendait. La clé tourna dans la serrure à 6 heures précises. Thomas entra, et la première chose qu'il vit fut l'appartement impeccable. Le sol brillant, la table dressée, sa femme dans une jolie robe. Il ricana, puis jeta un coup d'œil dans le salon et les vit. La belle-mère au visage de pierre, le beau-frère qui le regardait comme s'il évaluait ou frappait, l'ami de sa femme qu'il ne supportait pas, et pire que tout, sa propre mère. Le sourire glissa lentement de son visage. « C'est quoi ça ?» Clara se tourna vers lui. Le bleu sur sa pommette parlait de lui-même. « Assieds-toi, Thomas. Il faut qu'on parle. » Il ne s'assit pas. Il resta debout au milieu de l'entrée, et dans ses yeux se mêlaient confusion, colère et peur. « C'est quoi, un guet-apens? Vous avez décidé de me juger? » « Thomas, » dit Helga d'une voix douce mais ferme, « assieds-toi. » Il regarda sa mère. Quelque chose dans son ton, quelque chose de lointain, venu de l'enfance, l'obligea à obéir. Il s'assit sur le bord de la chaise, comme un écolier fautif. « Thomas, » commença Clara, « hier tu m'as frappé. C'était... Je ne voulais pas. C'était un accident. » « Un accident ?» Michael se pencha en avant. Ses poings étaient serrés. « Tu as frappé ma sœur par accident ?» Michael, non, l'arrêta Clara. « Laisse-le parler. » Thomas avala sa salive avec peine. « J'avais bu. Trop. J'ai eu une journée difficile. Vous ne comprenez pas ce que je traverse? Alors explique, dit Clara. Explique-nous à tous ce qui t'arrive. Pourquoi tu es devenu comme ça? Il se tut. Thomas, prit la parole Gertrude pour la première fois depuis son arrivée. Je sais que dans un couple, il peut y avoir de tout. Des disputes, des scandales. Mais lever la main, c'est interdit. Toujours. En aucune circonstance. Je sais, dit-il en baissant la tête. Alors pourquoi? Il se tut. Thomas. Helga s'approcha de son fils, s'agenouilla devant lui. Petite, frêle, aux cheveux gris. Elle prit ses mains dans les siennes. Je t'ai élevé seule. Ton père est mort quand tu avais 8 ans, et je me suis juré d'élever un vrai homme, honnête, fort, noble. Sa voix trembla. Un vrai homme ne lève jamais la main sur une femme. Jamais. Ça, je le sais avec certitude. Ton père était un vrai homme. Il n'a jamais, jamais de toute sa vie. Elle se tut. Des larmes coulaient sur ses joues. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon fils? Quoi? Et là, Thomas craqua. Son visage se déforma, ses épaules se mirent à trembler. Il baissa la tête et se mit à pleurer, violemment, sans retenue, en sanglotant. Je me suis mis dans un sacré pétrin, maman. Un sacré pétrin. Ils écoutèrent son récit dans un silence absolu. L'histoire était longue et terrible. 2 ans plus tôt, Thomas avait décidé d'agrandir son entreprise. On lui avait proposé un contrat avantageux, la construction d'un complexe résidentiel en périphérie. Beaucoup d'argent, des perspectives, du prestige. Les partenaires étaient 2 hommes, Wolfgang Berg et Stéphane Müller. Des hommes d'affaires solides, avec une réputation et des relations. Thomas avait vérifié. Tout semblait propre. Il avait tout investi dans le projet. L'appartement qu'il comptait vendre avec Clara pour en acheter un plus grand. Un crédit. L'argent mis de côté pour l'éducation d'Emma. Et 6 mois plus tard, il s'était avéré que ses partenaires étaient des escrocs. Ils avaient détourné les fonds via des sociétés écrans, falsifié des documents et fait de Thomas le responsable. Désormais, une dette de 30 millions pesait sur lui, et les gens à qui il devait cet argent n'étaient pas des banquiers. Les appels avaient commencé il y a 3 mois, les menaces, il y a 2 semaines. Ils ont dit « soit l'argent,
Soit la famille, murmurait Thomas en s'essuyant le visage avec sa manche. Je ne pouvais pas vous le dire. Je pensais m'en sortir seul. Je pensais trouver une issue. Et c'est pour ça que tu as commencé à boire? Demanda Clara. Sa voix était calme, mais ses mains tremblaient. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Chaque jour, c'était comme sous la hache. Chaque appel, la panique. Je ne dormais plus. Je ne réfléchissais plus. Et hier, ils ont envoyé une photo. Quelle photo? Thomas sortit son téléphone, ouvrit la galerie. À l'écran, une image. Emma, sortant de la maternelle, photographiée de loin avec un téléobjectif. La vue se troubla pour Clara. Ils ont menacé ma fille? Notre fille. Thomas leva vers elle des yeux rouges, gonflés. Ils ont dit que si, dans une semaine, il n'y avait pas l'argent, ils la prendraient, comme garantie. Michael se leva. Nom, adresse, numéro, tout ce que tu as. Michael, tu ne comprends pas? Ce ne sont pas des voyous de rue. Ce sont des gens sérieux. Et moi, à ton avis, je ne suis pas sérieux? Ancien militaire, aujourd'hui employé d'une société de sécurité privée aux vastes relations, Michael sortit son téléphone. Paul, c'est Michael. Il faut qu'on parle. Urgent. Les 2 heures suivantes passèrent comme dans un brouillard. Michael parlait au téléphone, allant tantôt sur le balcon, tantôt dans l'entrée. Helga était assise près de son fils, lui tenant la main. Anna servait le thé en silence. Dans ces moments-là, elle faisait preuve d'une délicatesse surprenante. Gertrude emmena Clara dans la cuisine. « Comment tu vas ?» Clara ne savait pas quoi répondre. La dernière heure avait bouleversé tout ce qu'elle croyait savoir de son mari et de la situation. Il s'avérait que tout ce temps, il se noyait, suffoquait, tandis qu'elle lui en voulait pour sa froideur, son irritabilité, son alcool. Mais il l'avait frappé. C'était un fait. Et aucun récit d'escroc n'effaçait ce fait. « Je ne sais pas, maman. » Sa voix était rauque. « Vraiment, je ne sais pas. Tu vas lui pardonner ? J'ai besoin de temps. C'est juste. » Gertrude serra sa fille dans ses bras. « Ne te presse pas, mais ne te torture pas inutilement non plus. La situation est plus complexe qu'elle n'en avait l'air. Ce n'est pas une justification. Non, pas une justification, mais une explication. » Vers minuit, Michael revint dans le salon. « Il y a un plan, » dit-il brièvement. Berg et Muller ne sont pas si intouchables. La police a un dossier sur eux depuis longtemps, mais ils n'arrivaient pas à les coincer. Et là, on a des témoins directs, des documents, des échanges. « Quels documents ?» demanda Thomas. « Tu as tout gardé. Contrat, preuve de paiement, enregistrement de négociation. Oui, j'ai tout sur une clé USB. Sors-la. Demain matin, on va au service. Il y a là-bas quelqu'un. Weiner. Il prendra cette affaire en main personnellement. Et si pour Emma, on l'emmène chez maman, au village, pour 1 mois. Là-bas, personne ne la trouvera. » Clara tressaillit. « 1 mois ? Le temps de régler tout ça, c'est pour sa sécurité. J'irai avec elle. » « Non, » dit Michael en secouant la tête. « On a besoin de toi ici, comme témoin. Après tout, ils t'ont menacé aussi, indirectement. Personne ne m'a... Emma est aussi ta fille. La menacer, c'est te menacer. » Clara regarda son mari. Il était assis, voûté, et semblait avoir pris 10 ans. « Thomas. » Il leva la tête. « Ce que tu as fait hier est injustifiable. Aucun stress, aucune menace ne te donne le droit de lever la main sur moi. » Il acquiesça, en silence. « Mais je vois que tu te noyais et que tu n'as pas demandé d'aide. C'est aussi un problème. Je sais. Si nous traversons tout ça, si tu me promets que plus jamais, tu entends, jamais, cela ne se reproduira. Je te le jure, Clara. Je jure sur tout ce qu'il y a de sacré. » Les mots sont vides, répéta-t-elle les paroles de sa mère. Regarde les actes. Tu devras le prouver. Je prouverai tout ce que tu voudras. Bien. Elle se leva. Ce soir, tu dors sur le canapé. Demain, on s'attaque à ce cauchemar. Et ensuite,
Ensuite, on verra. Au cœur de la nuit, quand tout le monde fut parti et que l'appartement retomba dans le silence, Clara était allongée dans son lit, regardant le plafond. Ses pensées étaient encore confuses, mais une chose, elle le savait avec certitude. Ce n'était que le début d'un long chemin vers la reconstruction de la confiance, vers la compréhension, peut-être vers le pardon, ou vers la rupture, s'il n'y parvenait pas, si les mots redevenaient creux. Mais à présent, en cet instant précis, une lueur d'espoir était née en elle. Un espoir fragile, ténu, que son Thomas, le vrai, existait encore. Et elle ferait tout pour le ramener. Le matin commença tôt. À 6 heures, Michael sonna à la porte. Derrière lui se tenait un homme inconnu, robuste, à la posture militaire et au regard perçant. « Voici Weiner », présenta son frère. Inspecteur Weiner, brigade de lutte contre le crime organisé. Thomas était déjà habillé. À en juger par ses yeux rouges, il n'avait pas dormi de la nuit. « Montrez-moi ce que vous avez », dit Weiner sans préambule. Les 3 heures suivantes furent consacrées aux documents. La clé USB que Thomas conservait se révéla être un véritable trésor. Contrats, relevés bancaires, enregistrement d'appels téléphoniques, échange de messages. « Tu as gardé tout ça ?» s'étonna Michael. « Par précaution. Je sentais depuis le début que quelque chose clochait. »« Bien joué », acquiesça Weiner. « C'est plus que suffisant pour ouvrir une procédure. »« Et les menaces ?» demanda Clara. « Ils ont photographié notre fille. » « Justement, c'est ce dont je voulais parler à part. » L'inspecteur sortit un dictaphone de sa poche. « À partir d'aujourd'hui, aucun échange avec eux sans enregistrement. S'ils appellent, répondez calmement. Gagnez du temps. Nous avons besoin de leur voix avec les menaces. » Et s'ils... Nous mettrons une surveillance autour de la maison, de l'école maternelle, de votre épouse. Ils n'auront pas le temps de cligner des yeux. À midi, Emma fut emmenée chez sa grand-mère, au village. Gertrude partit avec elle. On expliqua à la fillette que c'étaient des vacances. « Maman, tu viendras ?» demanda Emma en serrant Clara dans ses bras pour lui dire au revoir. « Bien sûr, mon soleil. Très bientôt. » Regarder la voiture de Michael disparaître au tournant fut douloureux. Mais Clara savait que c'était plus sûr ainsi. L'appel arriva le soir même. Thomas regarda l'écran, numéro inconnu, échangea un regard avec Clara, activa le dictaphone et répondit. « J'écoute. »« Alors, tu croyais qu'on t'avait oublié ?» La voix était sourde, avec un accent caractéristique. « Une semaine est passée. Où est l'argent ? » « Il me faut plus de temps. »« Il n'y a pas de temps. Soit l'argent, soit ta petite. À toi de choisir. » Clara serra les poings jusqu'à enfoncer ses ongles dans ses paumes. « Je rassemble la somme. Donnez-moi encore 3 jours. »« 3 jours, dernier délai. Et ne pense pas à fuir. On te retrouvera partout. » La ligne se coupa. Thomas abaissa lentement le téléphone. Ses mains tremblaient. « C'est suffisant ?» demanda-t-il. Weiner, qui écoutait la conversation à l'oreillette, acquiesça. « Largement. L'opération commence demain. » Les 3 jours suivants se fondirent en un cauchemar continu. Clara allait travailler. On l'y avait obligée, disant que c'était plus sûr, moins suspect. Mais à chaque minute, elle jetait un regard à son téléphone, attendant un appel de Michael ou de Weiner. Thomas restait à la maison, sous la protection de 2 agents en civil postés dans l'appartement voisin. Il parlait peu. Trop de choses avaient été dites et tues. La blessure était trop récente. Mais un soir, le 2e jour, Thomas s'approcha d'elle. « Clara. » Elle était assise près de la fenêtre, regardant la ville au crépuscule. « Oui ? J'ai pris rendez-vous avec un psychologue. » Elle se tourna vers lui. « Quoi ? » ?»« Un psychologue. Pour la semaine prochaine. Weiner m'a donné un contact, un spécialiste des crises. Il travaille avec les victimes et avec ceux qui dérapent. » Clara se tut. « Je comprends que des excuses ne suffisent pas, » continua-t-il. « Je comprends que dire simplement « ça ne se reproduira plus » ne veut rien dire. J'ai besoin d'aide, professionnelle.
et je vais l'obtenir. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai vu. Hier, quand vous étiez tous assis autour de la table à me regarder, je me suis vu à travers vos yeux. Et c'était terrifiant. Il baissa la tête. Je ne veux pas être cet homme-là. Je ne veux pas être le mari que sa femme craint, le père dont on cache l'enfant. Tu étais différent. Je veux redevenir différent. Clara le regarda longuement. Dans ses yeux, pour la première fois depuis des mois, elle vit quelque chose de familier. Ni colère, ni irritation, ni vide. De la peur? Oui. De la culpabilité? Oui. Mais aussi autre chose. De la détermination. D'accord, dit-elle enfin. J'attendrai. Je regarderai. Le troisième jour, ce que tout le monde attendait se produisit. Berg et Müller furent arrêtés tôt le matin dans leur bureau du centre-ville. L'opération se déroula rapidement et discrètement. Pas de coup de feu, pas de vacarme. Juste des menottes, un véhicule à gyrophare, des témoins. Michael appela à 9 heures. C'est fait. Terminé. Ils chantent comme des rossignols. Chacun rejette la faute sur l'autre. D'ici ce soir, ils auront tout avoué. Clara s'assit par terre, là où elle se trouvait. Ses jambes ne la portaient plus. Emma, vous pouvez aller la chercher. Il n'y a plus de danger. Elle se couvrit le visage de ses mains et pleura, pour la première fois depuis 3 jours. Pour la première fois de soulagement. Le soir, ils allèrent chercher leur fille. Ils roulèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Thomas conduisait prudemment, respectant toutes les règles. Quand la petite maison familière du village apparut au loin, Clara posa soudain sa main sur celle de Thomas, posée sur le volant. Il tressaillit et la regarda. « Tu m'as pardonné ? » ?»« Non. Pas encore. Mais je suis prête à te donner une chance. Une seule. » Il hocha la tête. Quelque chose brilla dans ses yeux. Des larmes, peut-être. « Merci. » La voiture s'arrêta devant le portail. La porte de la maison s'ouvrit brusquement et Emma déboula sur le perron en poussant des cris de joie, ses boucles volant autour de son visage. « Maman! Papa !» Clara souleva sa fille dans ses bras et la serra contre elle. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'on pouvait l'entendre dans toute la rue. Thomas se tenait à côté d'elle et, pour la première fois depuis longtemps, il souriait d'un vrai sourire. Il y avait encore beaucoup de travail à venir, beaucoup de conversations, beaucoup de douleurs, beaucoup de reconstruction. Mais à cet instant précis, regardant son mari et sa fille dans la lumière dorée du soleil de septembre, Clara comprit. Il y avait de l'espoir. Il y avait une chance. Et elle irait jusqu'au bout. La première séance chez le psychologue était prévue pour le mardi. Clara ne demanda pas de détails. Thomas lui raconta lui-même le soir, en rentrant. Ils étaient assis dans la cuisine, chacun avec sa tasse de thé. Emma dormait déjà. La coucher était redevenue facile. La fillette avait manqué de sa chambre, de ses jouets, du rituel familier avec les petits lapins sur la couverture. « Elle s'appelle Dr Schmidt », commença Thomas. « Une 50aine d'années, je dirais. Assez sévère. Au début, je pensais qu'elle allait me faire la morale, m'expliquer à quel point j'étais un homme détestable. Et alors? Elle a simplement écouté. 2 heures. Je parlais, elle écoutait. Parfois, elle posait des questions, courtes, mais d'une précision redoutable. Clara attendait la suite en silence. Elle a dit que je traversais une crise classique. Stress accumulé, émotions refoulées, sentiment d'impuissance. Tout cela s'est accumulé pendant des mois, sans issue. Et quand la pression est devenue insupportable, ça a explosé. Ce n'est pas une justification. Je sais. Elle l'a dit aussi. Comprendre la cause ne signifie pas excuser. Comprendre ne supprime pas la responsabilité. Il resta un moment silencieux, faisant tourner sa tasse entre ses mains. Nous nous verrons 2 fois par semaine, pendant au moins 3 mois. Elle va m'apprendre à reconnaître les signaux. Quand la pression monte, quand je commence à perdre le contrôle. Et comment y faire face. Sans alcool, sans violence.
Clara le regardait et ne voyait plus l'homme étranger et coléreux qui l'avait frappé une semaine plus tôt. Devant elle se trouvait son Thomas, perdu, effrayé, mais le sien. « D'accord, dit-elle enfin. « D'accord ? Je vois que tu fais des efforts. C'est important. » Il tendit la main vers la sienne, puis s'arrêta à mi-chemin. Il demanda du regard. « Est-ce que je peux ?» Elle prit elle-même sa main, la serra. « On y arrivera, Thomas. Si tu le veux vraiment, on y arrivera. » Les jours s'étirèrent lentement, mais un nouveau rythme s'installa. Thomas allait travailler. Son entreprise, fragilisée par l'escroquerie des partenaires, existait encore, même si elle tenait à peine à flot. Le soir, il rentrait à l'heure. Pas à minuit comme avant, mais pour le dîner. Ils s'asseyaient à table tous les trois, Clara, Thomas, Emma. Ils parlaient de choses simples. Comment s'était passée la journée, ce qu'il y avait eu à la maternelle, quels livres on avait lus avant de dormir. C'étaient de petits pas, minuscules, presque imperceptibles. Mais Clara les voyait. Ils ne se jetaient plus sur la bouteille. Le soir, seulement du thé ou de l'eau. Ils ne se laissaient plus emporter par la colère. Quand Emma cassa par inadvertance un vase, son préféré, offert pour l'anniversaire de l'entreprise, il se contenta de soupirer et de dire « Ce n'est rien, ma puce, ça arrive. » Il ne se repliait plus sur lui-même. Quand Clara lui posait des questions sur le travail, il répondait, sans tout raconter, mais sans balayer le sujet comme avant. De petits pas. Mais ils existaient. 2 semaines après l'arrestation de Berg et Müller, Clara fut convoquée par le comité d'enquête. Weiner, l'inspecteur Weiner, la reçut dans son bureau. Le même regard perçant, la même allure militaire. « Frau Weber, merci d'être venu. Nous avons besoin de votre témoignage. En tant que témoin. Je suis prête. Il sera question des menaces proférées contre votre famille. Votre mari a déjà fait sa déposition, mais nous avons besoin d'une confirmation de votre part. » Clara raconta tout. La soirée où ils avaient écouté l'enregistrement de l'appel, la photo d'Emma, la peur qui ne l'avait pas quittée pendant 3 jours. L'enquêteur prenait des notes, acquiesçait, précisait parfois certains détails. « Dites-moi, » demanda-t-il soudain, « comment vont aujourd'hui vos relations avec votre mari, après tout ce qui s'est passé ?» La question surprit Clara. Cela a un rapport avec l'affaire ? Indirectement. Berg et Müller tentent de construire leur défense. Leurs avocats affirment que Herr Weber était leur partenaire à part entière et qu'il savait tout depuis le début, que les menaces n'étaient qu'une mise en scène pour s'en sortir sans dommage. Clara sentit la colère bouillonner en elle. C'est faux. Je le sais. Mais il nous faut des preuves. Les témoignages des proches constituent une pièce importante du puzzle. Mon mari n'est pas un criminel. Il est une victime. Ils l'ont utilisé, trompé, et quand il a compris, ils ont commencé à le menacer. Et vos relations aujourd'hui ? Nous y travaillons, répondit Clara en se redressant. Oui, nous avons traversé une crise grave. Mais nous la surmontons. Ensemble. Weiner hocha la tête. Très bien, c'est exactement ce que je voulais entendre. Le procès de Berg et Müller débuta 1 mois plus tard. Clara n'assista pas à toutes les audiences, son travail ne le permettait pas, mais elle était présente aux séances clés. Elle s'asseyait dans la salle, regardait ces 2 hommes derrière les barreaux et pensait au nombre de vies qu'ils avaient brisées. Thomas comparaissait à la fois comme témoin et comme victime. Sa déposition fut longue et détaillée. Il expliquait comment il avait rencontré ses partenaires, comment il leur avait fait confiance, comment il avait tout investi et comment il avait tout perdu. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de Berg tenta de le déstabiliser. « Herr Weber, vous affirmez ne pas avoir eu connaissance du système frauduleux. Pourtant, voici des documents portant votre signature. Ce sont des faux. L'expertise le confirmera. » L'expertise l'a déjà confirmé, intervint le procureur. La signature est falsifiée. L'avocat ne lâchait pas. Soit. Mais vous avez bien perçu des dividendes, des versements réguliers sur votre compte. Les 6 premiers mois, oui, c'était un appât. Ensuite, les paiements ont cessé
et les exigences ont commencé. Et vous n'avez rien soupçonné? Thomas resta silencieux un instant. Si. Mais il était déjà trop tard. J'avais signé le contrat, investi l'argent, intégré le système. Ils se sont servis de moi comme d'un paravent, comme d'un visage sur lequel tout faire retomber. Clara regardait son mari et voyait combien c'était difficile pour lui. Reconnaître sa naïveté, son erreur, sa confiance accordée à ceux qui ne la méritaient pas. Mais il disait la vérité. Et c'était essentiel. Le soir même, pour la première fois depuis longtemps, ils étaient assis ensemble sur le balcon. Emma dormait déjà. La ville scintillait sous leurs yeux. Il faisait doux. L'été indien s'éternisait cette année-là. « Merci d'avoir été là », dit Thomas à voix basse. « Où ça ? » ?»« Au tribunal. Je t'ai vu. Au 3e rang. Je voulais te soutenir. Ça compte énormément pour moi. » Il marqua une pause. « Tu sais, le docteur Schmidt, la psychologue, m'a posé des questions sur toi, sur nous, sur la façon dont on s'en sort. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Que tu es la personne la plus forte que je connaisse, que je ne te mérite pas, que chaque matin, je me réveille étonné que tu sois encore là. » Clara se tourna vers lui. « Thomas, attends, laisse-moi finir. » Il prit sa main. « Je sais que les mots ne suffisent pas. Je sais que je dois prouver, chaque jour, chaque minute. Et je le ferai, aussi longtemps qu'il le faudra. Je vois que tu fais des efforts. Mais ce n'est pas suffisant. Pas encore. Pas encore, répéta-t-il. Ils restèrent assis en silence, à regarder la ville. Sa tête se posa d'elle-même sur son épaule. Pour la première fois depuis cette soirée terrible. Il se figea, de peur de bouger, de peur de faire disparaître cet instant. Et elle pensait, peut-être qu'ils y arriveraient vraiment. Le procès dura 3 semaines. Finalement, Berg fut condamné à 8 ans, Müller à 6. Leurs complices, 3 autres, furent eux aussi incarcérés. Quand le verdict tomba, Thomas resta immobile. Son visage ne laissait rien transparaître. Puis ils sortirent dans la rue. Lui, Clara, Michael. « Alors » demanda son beau-frère. « Satisfait ?»« Je ne sais pas » répondit Thomas en secouant la tête. « La justice a été rendue, oui, mais l'argent ne reviendra pas. Les dettes ne disparaîtront pas. Le tribunal les a condamnés à verser des indemnités. Des indemnités qu'ils paieront dans 10 ans, si jamais ils paient. Et le crédit, lui, pèse sur moi dès maintenant. » Clara lui prit la main. « Nous y arriverons. » « Comment ? » « Clara, il y a 20 millions. L'appartement est hypothéqué, la voiture à crédit, l'entreprise survit à peine. Alors nous respirerons avec elle. » Michael tout sauta. « Écoute, beau-frère, je ne suis pas un homme d'affaires, mais j'ai des connaissances. Des gens sérieux, avec de l'argent. Si tu veux, je peux te mettre en relation. » Thomas le regarda. « Pourquoi ferais-tu ça ? Pas pour toi, pour ma sœur et ma nièce. Vous êtes ma famille, et je n'abandonne pas ma famille. » Quelque chose trembla dans le regard de Thomas. « Merci, Michael. Je vais y réfléchir. » Il réfléchit 1 semaine, puis accepta. Michael le présenta à Werner Kroos, propriétaire d'une grande entreprise de construction opérant dans toute la région. Kroos était âgé, plus de 70 ans, mais sa poigne était de fer. « J'ai entendu parler de ton histoire, » dit-il à Thomas lors de leur première rencontre. « Weiner m'en a parlé. C'est bien que ces types aient été condamnés. Berg me devait aussi quelque chose, il y a 5 ans. À l'époque, impossible de le coincer, glissant comme une anguille. Herr Kroos, je ne vois pas en quoi je pourrais vous être utile. Je vais t'expliquer. » Kroos s'adossa à son fauteuil. « J'ai besoin d'un directeur pour un nouveau projet. Un complexe résidentiel en périphérie. D'envergure. 5 ans de travail. Mon précédent directeur est parti à la retraite, et les jeunes, ils ne sont pas sérieux. Ils ne pensent qu'à faire de l'argent et à disparaître. Et vous me le proposez à moi ? Je te propose un emploi. Officiel, avec contrat, avec un salaire déclaré. Tu es compétent. J'ai vu tes dossiers. Et tu as reconnu tes erreurs. C'est important. Les imbéciles ne reconnaissent jamais leurs erreurs. Ils se cachent. Toi,
Tu as assumé. Thomas resta silencieux. Le salaire est bon, avec un pourcentage sur les bénéfices. En 5 ans, tu rembourseras toutes tes dettes, et il te restera même quelque chose. Qu'en dis-tu? J'ai besoin de réfléchir. D'en parler à ma femme. Kroos sourit. Bonne réponse. Une épouse doit être au courant. Va réfléchir. J'attends ton appel avant la fin de la semaine. Clara écouta Thomas sans l'interrompre. Quand il eut terminé, elle demanda. Tu as envie d'accepter? Oui. Mais si tu es contre? Pourquoi serais-je contre? Ce sera beaucoup de travail, beaucoup de déplacements. La première année, presque sans week-end. Thomas. Elle le regarda dans les yeux. L'an dernier aussi, tu travaillais sans week-end. La différence, c'est qu'à l'époque tu te noyais seul, et maintenant tu as du soutien. Tu n'es pas contre? Je veux que tu te retrouves, que tu fasses ce que tu aimes, que tu te sentes utile. Il la serra brusquement dans ses bras, pour la première fois depuis tout ce temps. Fortement, avec désespoir et gratitude. Elle l'enlaça à son tour. Promets-moi une chose. N'importe quoi. Si ça devient trop lourd, parle. Ne te tais pas, ne porte pas tout seul. Nous sommes une équipe, tu te souviens? Je m'en souviens, répondit-il d'une voix tremblante. Je m'en souviens, Clara. Thomas commença son nouveau travail 2 semaines plus tard. C'était effectivement intense. Réveils matinaux, retours tardifs, réunions interminables et tournées de chantier. Mais c'était un travail honnête, clair, avec des résultats visibles. Et surtout, Kroos était un homme de parole. Le salaire arriva à temps, la prime fut versée intégralement. Thomas commença à rembourser ses dettes, lentement, mais sûrement. Ses séances avec le docteur Schmidt se poursuivaient, désormais 1 fois par semaine, le samedi. « Comment vous sentez-vous » lui demandait-elle. « Mieux. Beaucoup mieux. » Des rechutes? Il y en a eu 2 ou 3, mais j'ai fait comme vous m'avez appris. Je suis sorti, j'ai respiré, compté jusqu'à 100, je vous ai appelé. Et ça a marché? Oui. Elle acquiesçait, notant quelque chose dans son carnet. Et à la maison? À la maison, ça s'améliore. Clara et moi, on parle. Vraiment, pas comme avant. C'est bien, la communication est la base. Je sais. Maintenant, je le sais. Emma sentit elle aussi le changement. Un soir, alors que Clara la couchait, sa fille demanda soudain. « Maman, papa, il ne va plus crier maintenant ?» Clara se figea. « Pourquoi tu demandes ça, mon soleil ?» Avant, il criait beaucoup. Je l'entendais à travers le mur. Et toi, tu pleurais. Le cœur de Clara se serra. Tu entendais? Je croyais que c'était à cause de moi, que je me comportais mal. Clara serra sa fille contre elle, la pressa sur sa poitrine. Non, ma chérie, non. Tu n'y es pour rien. Papa avait des problèmes d'adulte, compliqués. Mais il est en train de les régler. Il ne criera plus. Vraiment? Vraiment. Emma resta silencieuse un instant. Et toi et papa, vous vous aimez encore? La question resta suspendue dans l'air. Clara réfléchit longuement, honnêtement. Oui, mon soleil, nous nous aimons. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Il faut aussi travailler. Sur soi, sur la relation. Nous, on travaille. Comme sur le chantier de papa? Clara sourit malgré elle. À peu près. On reconstruit. Et je peux aider? Bien sûr. Tu aides déjà. Rien qu'en étant là. 3 mois passèrent. L'hiver fut cette année-là neigeux et doux. La ville se couvrit d'un manteau blanc et, chaque matin en conduisant Emma à la maternelle, Clara admirait les congères scintillantes. La vie prenait peu à peu un nouveau rythme. Thomas travaillait beaucoup, mais avec un enthousiasme qu'elle ne lui avait pas vu depuis des années. Il parlait de ses projets, montrait des plans, demandait conseil. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait partie intégrante de son monde. Les dettes fondaient, lentement, mais sûrement. Le crédit immobilier avait été restructuré. Les mensualités étaient devenues supportables. Et surtout, il avait changé. Pas d'un coup, pas en un jour.
Mais il avait changé. Il ne se jetait plus sur la bouteille au premier problème, ne se refermait plus sur lui-même, ne criait plus. Un jour, lorsqu'un conflit éclata au travail, un sous-traitant avait fait défaut, les délais brûlaient, Thomas l'appela. « Clara, là, j'ai très envie de… Enfin, tu vois, de boire, de frapper quelqu'un, de préférence cet idiot de Krieger qui a fait capoter la livraison. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Sortir, marcher un peu, appeler le docteur Schmidt. C'est bien. Je voulais juste que tu le saches. Merci de m'avoir appelé. » Ces moments-là comptaient plus que n'importe quel mot. Il apprenait non seulement à se maîtriser, mais à lui faire confiance, à partager, à demander de l'aide. Ils décidèrent de passer le nouvel an à la maison. À 4, Clara, Thomas, Emma et Gertrude. Sa mère arriva le 30 décembre, chargée de gâteaux et de bocaux. Elle inspecta l'appartement d'un regard critique, renifla. « C'est propre. Et ça sent bon. Le sapin est beau. » C'était un compliment, venant d'elle. Le soir, quand Emma dormait déjà et que Thomas était parti au magasin chercher des mandarines oubliées, la mère et la fille étaient assises dans la cuisine. « Alors ?» demanda Gertrude. « Comment il va ?»« Mieux, maman. Beaucoup mieux. »« Il ne boit pas ?»« Non. »« Il crie ?»« Non. »« La main ?»« Jamais. »« En 3 mois ?»« Jamais. » Sa mère hocha la tête. « C'est bien. Mais reste vigilante. Les hommes, tu sais, d'abord ils se repentent, puis ils recommencent. Maman, il a vraiment changé. Je le vois. Dieu fasse que ça dure. » Gertrude resta silencieuse un instant. « Tu sais, j'étais contre lui, dès le début. Je me souviens. Trop lisse, pensais-je. Trop parfait. Cela se révèle souvent les pires. Il n'est pas le pire, maman. Je le vois maintenant. » Elle marqua une pause. « Il s'est brisé, oui, mais il s'est reconstruit. Tout le monde n'en est pas capable. » Clara regarda sa mère, surprise. « Tu es en train de le complimenter ?»« Je constate un fait, » grogna sa mère. « Je le complimenterai dans 5 ans. Pour l'instant, j'observe. » « C'est juste. » La porte d'entrée claqua. Thomas était de retour. « Des mandarines !» annonça-t-il en entrant dans la cuisine. « Les plus oranges de tout le magasin. » Emma surgit de la chambre. Elle ne dormait pas, bien sûr. « Papa, des mandarines !» Il souleva sa fille dans ses bras et la fit tournoyer. Gertrude les regardait avec une expression que Clara voyait rarement sur son visage. De l'approbation. La nuit du Nouvel An se passa chaleureusement, en famille. Ils regardèrent, l'ironie du destin, comme il se doit, mangèrent de la salade olivier et du harengue sous manteau de betterave, formulèrent des vœux au son des 12 coups. À minuit, Thomas serra Clara dans ses bras et murmura à son oreille. « Merci d'être resté. Merci d'y croire. » Elle ne répondit rien. Elle se contenta de se blottir davantage contre lui. Janvier apporta de nouvelles préoccupations. Au travail, chez Cross, une crise éclata. L'un des chantiers fut gelé à cause de problèmes administratifs. Thomas passa une semaine entière au bureau, à se débattre avec la bureaucratie. Clara voyait sa fatigue, les cernes sous les yeux, les épaules tendues. Mais aucun dérapage, aucun alcool, aucun cri. Il rentrait épuisé, se laissait tomber sur le canapé, mais trouvait encore la force de serrer sa fille dans ses bras, d'embrasser sa femme, de demander comment s'était passée la journée. « Ça va ?» lui demandait-elle le soir. « Supportable. Difficile, mais supportable. Je peux t'aider d'une façon ou d'une autre. Tu m'aides déjà, en étant là. » Ce n'étaient pas des mots en l'air. Elle le sentait. À la mi-janvier, quelque chose d'inattendu arriva. Clara fut convoquée par la chef de la polyclinique. Frohmayer, une femme corpulente au visage bienveillant, l'accueillit avec un large sourire. « Frau Weber, asseyez-vous. J'ai une nouvelle pour vous. J'espère qu'elle est bonne. » Plus que bonne. Nous avons obtenu des fonds pour agrandir le service de pédiatrie. Nous ouvrons un nouveau cabinet de cardiologie pédiatrique. Et il me faut un chef de service. Clara resta figée. « Vous me le proposez ?»« Exactement.
Vous êtes la meilleure pédiatre de notre équipe. Expérience, qualification, retour des parents, tout est excellent. Et vous avez récemment suivi une formation complémentaire en cardiologie pédiatrique. Oui, mais c'est une énorme responsabilité. Vous y arriverez. J'ai confiance en vous. Clara resta silencieuse, digérant la nouvelle. Le salaire sera évidemment plus élevé, poursuivit Frohmayer, avec une prime de fonction et la possibilité de constituer votre propre équipe. Je peux réfléchir? Bien sûr, je vous laisse une semaine. Le soir, elle en parla à Thomas. Il écouta attentivement, sans l'interrompre. Et qu'est-ce que tu veux? Demanda-t-il quand elle eut fini. Je ne sais pas. D'un côté, c'est mon rêve. La cardiologie pédiatrique, c'est ce vers quoi j'ai toujours voulu aller. De l'autre, ça veut dire plus de travail, moins de temps à la maison. Clara. Il prit ses mains. Pendant des années, tu as mis la famille en priorité. Tu as sacrifié ta carrière, des opportunités. Pour moi, pour Emma. Ce n'est pas un sacrifice. Si. Et je vois comment tes yeux s'illuminent quand tu parles de ton travail, des enfants que tu sauves. Tu es médecin par vocation. Et tu mérites cette promotion. Et Emma? Qui ira la chercher à la maternelle quand je serai au travail? Moi. Ou ta mère. Ou on engagera une nounou. Maintenant, on peut se le permettre. Tu le penses vraiment? Vraiment. Il sourit de ce sourire-là, celui dont elle était tombée amoureuse autrefois. Accepte, Clara. C'est ta chance. Elle accepta. Le nouveau poste exigeait du temps et de l'énergie. La première semaine, Clara rentrait chez elle exténuée. Tant de choses à organiser, à mettre en place, à lancer. Mais Thomas tint parole. Il allait chercher Emma à la maternelle, préparait le dîner, maladroitement, mais mangeable, lisait des histoires à sa fille le soir. Papa lit l'histoire du petit bonhomme de pain de manière drôle, rapporta un jour Emma. Chez lui, le petit bonhomme ressemble à un ours, et l'ours à une souris. Clara éclata de rire. L'essentiel, c'est qu'il lit. Oui, et ses crêpes sont bonnes, juste un peu brûlées. Février apporta les premiers fruits de son travail. On lui amena en consultation un garçon, Lucas, 6 ans, avec une suspicion de malformation cardiaque. Le pédiatre de quartier l'avait adressé pour un examen, mais la liste d'attente en cardiologie urbaine était de 3 mois. Clara examina l'enfant, prescrivit un ECG et une échographie. Les résultats confirmèrent les pires craintes. Une malformation congénitale complexe nécessitant une opération urgente. Elle appela le Centre fédéral de cardiologie. Un chirurgien qu'elle connaissait depuis l'université y travaillait. Elle obtint une consultation. Une semaine plus tard, Lucas fut opéré. Avec succès. Sa mère, une femme frêle, épuisée, sanglotait dans le cabinet de Clara. « Merci, merci infiniment. Vous avez sauvé mon fils. » Clara la prit dans ses bras, comme une collègue prend une collègue, comme une mère prend une mère. Tout ira bien. Il va se rétablir. Ce fut le premier cas, mais pas le dernier. Le nouveau cabinet prit rapidement de l'ampleur. Clara constitua une équipe de jeunes médecins, des passionnés, habités par leur vocation. Ils travaillaient tard, débattaient des diagnostics, se réjouissaient de chaque enfant sauvé. C'était exactement ce dont elle avait rêvé. Un soir, c'était fin février, Thomas rentra à la maison avec un bouquet. Pas des roses, pas des lys, des tulipes, jaunes comme le soleil. Pour quelle occasion? S'étonna Clara. Pour le simple fait que tu existes. Il posa les fleurs dans un vase, puis se tourna vers elle. Clara, je voulais te dire... Non, ce n'est pas ça. Il s'agenouilla. Elle eut le souffle coupé. Qu'est-ce que tu fais? Je te propose de recommencer. Il sortit de sa poche une petite boîte, l'ouvrit. À l'intérieur, une bague, simple, élégante, avec une petite pierre. Nous sommes déjà mariés, dit-il, mais ces vœux-là, je les ai tous brisés, jusqu'au dernier, et je veux en prononcer de nouveaux. Clara se tut. Les larmes coulaient sur ses joues, elle ne cherchait pas à les retenir. Je te promets de t'aimer, pas seulement dans la joie, mais aussi dans la peine.
Pas seulement quand c'est facile, mais aussi quand c'est difficile. Je te promets de te protéger du monde et de moi-même. Je te promets d'être à tes côtés, non pas comme un maître, mais comme un partenaire. Je te promets de ne jamais, tu m'entends, jamais lever la main sur toi. Et si je trahis ce serment, tu auras le droit de partir. Sans explication, sans discussion. Simplement partir. Il la regardait de bas en haut, et dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni doute, seulement de l'amour. Clara Weber, veux-tu m'épouser? Encore une fois? Elle s'agenouilla à côté de lui, l'enlaça par le cou et murmura « Oui, oui, je veux ». Ils n'organisèrent pas de second mariage. À quoi bon? Ils mirent simplement les bagues et se firent des promesses. Cela suffisait. Quand Emma l'apprit, elle applaudit à tout rompre. Papa et maman se sont remariés. Hurrah! Nous ne nous étions pas séparés, sourit Thomas. Mais là, vous êtes encore plus mariés. La logique d'un enfant de 4 ans est imparable. Mars apporta une autre nouvelle, inattendue et inquiétante. Clara se sentit mal au travail. Vertige, nausée. Elle mit cela sur le compte de la fatigue, mais ses collègues insistèrent pour des analyses. Les résultats arrivèrent 2 jours plus tard. Elle était enceinte. La nouvelle la prit de court. Il n'avait rien prévu. Après Emma, l'accouchement avait été difficile. Les médecins avaient parlé de risques. Ils se protégeaient, mais manifestement pas